Peut-être. C'est possible. Oui. Parce qu'en fait, je fais une chorégraphie pour commencer. Ah, bah, c'est là où tu fais ta famille de ton fameux sac. C'est ça. Ok. On y va? Saute, plonge. Alors en fait, on va se mettre sur les trois là du milieu. D'accord, mais on laisse Vincent. Ah oui, bah si vous voulez. Je décide rien du tout. Démocratie participative. Alors bonjour et merci d'être là. Ce lundi à 14 h, en fait, on va allumer les micros. Vous allez vous passer les micros. Alors, on est là pour parler de la thématique des réseaux d'enseignants en particulier. Je voudrais juste qu'on rappelle le pourquoi on est tous ici aujourd'hui. C'est qu'on a tous envie de faire en sorte que les enfants apprennent mieux à l'école, que l'école soit celle de l'égalité des chances. Et je voudrais juste le rappeler parce que parfois on s'en va un petit peu dans les nimbes stratosphériques de la pensée et on ne revient pas forcément sur... Mais en fait, on est là pour les enseignants, pour les enfants, on est pour l'école en France en fait. Alors, donc concernant ces réseaux d'enseignants, on s'est dit, voilà, quand on seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Est-ce que ça s'applique aussi quand on est enseignant? Qu'est-ce que la tech peut apporter dans ce processus? Qu'est-ce que ça change entre enseignants? Et avec pour les élèves, la tech. Et donc on a trois personnes qui vont nous décrire des projets différents mais similaires, qui se rejoignent, avec des points de vue propres à chacun, forcément. Et donc je voudrais qu'on évoque ensemble cette thématique-là, de quand on travaille ensemble, quand on travaille en réseau, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte et comment on fait pour le faire. Est-ce que Régis, tu peux commencer avec la Twicté et puis ton initiative Nipédu? Je ne sais pas si vous connaissez Nipédu. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Alors, je m'appelle Régis Forgione. On va dire que je suis prof d'école. J'aime bien me présenter comme ça parce que c'est vrai. Et qu'on se dit toujours quand on est prof un jour, on est prof toujours. La Twicté, ce n'est pas une dictée sur Twitter, n'est-ce pas Fabien? La Twicté, c'est pour vous faire le pitch, c'est un dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe qui met en relation des classes via le réseau social Twitter, mais pas que, mais c'est né sur ce réseau social en tout cas, pour leur faire travailler leur vigilance orthographique. Le principe, c'est une dictée négociée. Pour ceux qui sont enseignants, ils savent bien ce que c'est. Pour les autres, c'est le fait de mettre les élèves en groupe à discuter, à négocier autour des erreurs qu'ils peuvent faire sur une dictée. Et les erreurs qu'ils vont repérer dans une dictée de camarades d'une autre classe, ils vont devoir les corriger en faisant des petites corrections orthographiques. Je dis petites, parce qu'elles doivent rentrer dans le cadre d'un tweet, qui est maintenant 280 caractères, qui va voyager, que la classe partenaire va recevoir pour à la fois comprendre son erreur, mais aussi ne plus la commettre. Et donc il y a un jeu d'échange comme ça entre classes. C'est ça le principe de base de la Twicté. Peut-être que Fabien, tu veux rajouter quelque chose? Donc, géographiquement, Régis, toi, tu es dans l'Est de la France? Oui. Vous avez compris que comme ça marche sur un réseau social qui est mondial, il y a des classes d'un peu partout, je pense que c'est ça derrière ta question, qui travaillent qui participent à ce dispositif. Au départ, on était 2 classes avec Fabien, puisque ça part de son idée. Et très vite, il y a d'autres classes qu'on a amenées au dispositif. On était 2, puis 15, puis 30. Au plus fort, l'année dernière, hein, on a dépassé le millier de classes. Alors, francophones, mais partout dans le monde. C'est aussi un des volets qui a en tout cas enthousiasmé non seulement les enseignants et les élèves, c'est de se dire qu'on ne travaille pas forcément juste avec la classe d'à côté ou avec le camarade d'à côté, mais peut-être avec une classe de Marseille et de Québec ou d'Iran, etc. Donc ce volet-là, le volet numérique en tout cas, il a permis ça, c'est de mettre en relation des classes très lointaines qui n'auraient pas pu travailler ensemble, tout en sachant que ça peut très bien fonctionner aussi avec la classe d'à côté, avec du papier, avec des post-it, etc. Donc le volet numérique, finalement, il est petit. Et est-ce que tu peux nous parler de Nipédu? Je vais laisser Fabien, pour le coup, alors prendre la parole. Ouais, c'est pas mal. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est pas mal de me laisser parler de Nipédu parce que là, pour le coup, c'est une idée de Régis. On avait débuté, on s'était rencontrés
quelques mois auparavant pour prototyper Twicté tous les deux. Et au mois de mai, je crois qu'on va faire les 6 ans de Nipédu, là, bientôt. Il me dit, bah écoute, ça fait pas mal de temps que j'ai une idée qui me trotte au fond de la tête. C'est celle de produire un podcast qui parle école, éducation et numérique. Donc on était à l'âge d'or du numérique éducatif. Hein. À l'époque, je regarde Jennifer parce que ça devait être à peu près à cette époque-ci qu'on l'a rencontré sur sa trottinette. Et du coup, je lui ai dit chiche. Donc on a travaillé avec une famille de podcasts qui s'appelle Nipcast, donc ils sont hébergés en Suisse, que vous connaissez peut-être. Donc ils ont une déclinaison, toute une série de podcasts sur la tech, donc la tech et le, aide-moi, non pas la tech et le numérique, la tech et NipDev, le développement. Ils vont avoir sur la crypto-monnaie, sur la tech et le sport, et nous on leur a dit, bah, vous avez rien sur la tech et l'éducation. Ils nous ont dit non, faites-nous un pilote. Donc on a fait un pilote qui est devenu l'épisode 1 en fait, et là on a commis le 103e épisode le mois dernier, donc c'est un mensuel, et bon, bah, on y reviendra sur le pourquoi est-ce qu'on s'est enthousiasmé pour ce support-là, peut-être un peu plus tard. Ok. Et alors, et toi, Vincent, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Tu représentes un petit peu le volet privé, puisque Fabien et Régis sont plutôt volet public. Je sais pas si tu m'as invité. Qu'est-ce que le privé peut apporter au réseau d'enseignants? En nous expliquant, pardon, le web pédagogique. Ouais. Donc je suis venu parce que tu m'as demandé, c'est toujours un plaisir de répondre à tes invitations. Donc ouais, moi je suis le fondateur du web pédagogique, qui est une entreprise qui a 15 ans, et qui pour le sujet d'aujourd'hui, donc héberge plein de blogs de profs, on en héberge 50 000. Enfin, des blogs pardon, de profs ou de classe, et c'est plutôt des blogs de classe que des blogs de profs. Donc c'est un terrain d'observation intéressant, puis c'est un espace de partage. Et puis plus récemment, et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment, on a aussi une nouvelle version, une nouvelle plateforme qui est consacrée au partage de documents, création de documents et partage de documents avec ses élèves, puis ensuite avec d'autres enseignants. Et donc j'ai une super théorie sur... je vous raconte, c'est ce que j'ai préparé, c'est ma théorie en 5 minutes. Là. Je ne sais pas si c'est le moment. Oui. Non, mais c'est le moment. Donc sur les réseaux sociaux et le partage entre enseignants, qui est donc une question que je me pose en gros depuis 15 ans, sans avoir trouvé encore une vraie réponse en termes de modèle économique, etc. C'est la question, est-ce que le privé apporte quelque chose? Bon. Donc je suis venu avec une voiture en autopartage, j'ai toujours pas de Ferrari, donc je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais donc sur le fond de la question, qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à l'éducation? Donc il y a effectivement un sujet sur lequel je réfléchis. En fait, moi, je crois que, je vais vous dire où j'en suis arrivé et le cheminement par lequel je suis passé. Moi, je crois que pour raisonner, essayer de raisonner correctement, il faut d'abord essayer de voir, non pas qu'est-ce que la solution technique peut faire, mais quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Et c'est difficile quand on est sur des thématiques d'innovation et de technologie. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais est-ce que ça sert à quelque chose et quel est le problème qu'on cherche à résoudre? C'est pas évident. Et moi j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Tiens, on peut faire un blog. J'ai dit aux profs ouvrez un blog, ils l'ont fait, mais bon, bref, c'était pas très construit. Alors maintenant que ça fait un peu plus de temps, qu'est-ce que le numérique pose comme problématique à l'école au sens large? Et moi, je crois que... Enfin, il y en a plein, mais il y en a 2 qui m'intéressent particulièrement. Il y a la problématique, on va dire, de repenser l'éducation dans un monde où il y a surabondance d'informations. Qui est un sujet. Qui est un vrai sujet. Et je pense que, enseigner il y a 20 ans et enseigner maintenant, une des différences profondes, c'est que on est passé dans un environnement où beaucoup de choses sont immédiatement accessibles et où donc la transmission de connaissances, la formation, etc. La problématique se pose quand même dans des termes différents. Donc je pense que ça c'est une vraie problématique. Et puis après, alors ça c'est une réflexion qui est plus récente. Sur finalement la finalité de l'école. Alors là, depuis 2-3 ans, on entend énormément parler d'intelligence artificielle, de substitution par des automatismes à des professions qui vont disparaître, etc.
Et donc pour moi, ça c'est le deuxième problème que le numérique pose à l'école, c'est comment former des individus qui, une fois qu'ils seront sortis du système scolaire, auront encore une forme de pertinence, quoi, hein, faire des choses que les machines ne pourront pas faire. Et donc ça, moi je pense que quand on est enseignant, c'est pas forcément des questions qu'on se pose de façon consciente, mais c'est des questions qu'on doit affronter. Hein. Comment tenir sa classe quand en cherchant en 2 secondes on trouve quelque chose? Est-ce que c'est encore à prendre? Et puis comment faire en sorte que on ne forme pas quelqu'un qui a une formidable capacité à mémoriser la table de 8, ce qui sert en gros plus à grand chose. Et donc moi il me semble que si on prend un peu de distance, la problématique que le numérique pose à l'école, c'est une problématique sur non pas les modalités de l'enseignement, mais la substance. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on essaye de faire à l'école, quel est l'output qu'on essaye de produire. Et donc, et on sent que alors il y a des choses qui sont constantes, hein, apprendre à se socialiser, voilà, apprendre à avoir une démarche intellectuellement un peu structurée. Bon. Puis il y a des choses qui sont nouvelles et qui sont liées au moins à ces 2 défis là que j'ai soulignés. Former des compétences non substituables par la machine et être dans un environnement où il y a surabondance d'informations. Ce qui fait qu'à mon sens, ce qu'on cherche à résoudre l'une des problématiques qu'on cherche à résoudre aujourd'hui comme enseignant, c'est par exemple comment faire évoluer ma pratique pour développer les capacités d'empathie, de collaboration, de créativité. Ça, c'est typiquement des choses que la machine a du mal à faire. Et donc on a intérêt à former des gens qui sauront faire ça, puisque à ce moment-là, ils auront plus de chances d'avoir un boulot que s'ils font des tâches substituables. Du coup, les réseaux, à mon sens, ils servent... C'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais, non, c'est moins bien. Okay. C'est mieux. Bon, enfin bref. À mon sens, la mise en réseau des enseignants, le partage d'expériences, ça sert à ça. Ça sert à répondre à des défis nouveaux dans un monde numérique et à le faire sur le mode du partage d'expérience, du partage de retour d'expérience et une forme d'auto-formation. Donc moi, ma lecture de ce qui se passe chez nous sur les blogs ou dans d'autres espaces, c'est ça. Hein, c'est une forme d'intelligence collective. En fait. C'est une forme d'intelligence collective, mais qui répond à un besoin qui vient de défis que le monde numérique pose. Et donc après la question c'est comment faire en sorte que ça se développe correctement. Et donc alors de l'expérience que nous on a depuis quelques années, j'ai appris 2 choses, donc ça c'est pas énorme quoi. 15 ans, 2 apprentissages. Je ne veux pas être un type qui apprend très vite quoi. Moi je crois que le partage entre enseignants est toujours la conséquence de la mise en activité des élèves. C'est-à-dire il faut d'abord faire quelque chose avec ses élèves, et ensuite on pourra le partager, ça fera un objet qui va pouvoir donner lieu à des nœuds de socialisation. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, tous les espaces qui sont juste entre profs, mais où il n'y a pas les élèves, ne fonctionnent pas très bien. Ça fonctionne mieux si je fais d'abord quelque chose pour mes élèves, et dans certaines conditions, j'y donnerai accès à des collègues. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est que pour moi, les réseaux d'enseignants fonctionnent bien s'ils sont la conséquence de la mise en activité des élèves. Donc ce que tu évoquais finalement dans ton propos liminaire, c'est d'abord faire quelque chose qui ait du sens pour mes élèves, et ensuite on peut le partager. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut arriver à trouver des modes de socialisation qui soient bienveillants. Parce que quand on enseigne, ça merde toujours un petit peu, quoi, hein. Par définition, c'est pas une science exacte, donc chaque année, on ajuste, enfin bref, on s'ajuste. Et donc, on n'a pas envie d'avoir une complète transparence de ce qu'on fait vis-à-vis de ses collègues, parce que on sait que ça merde un petit peu. Donc, on cherche une forme d'espace de partage bienveillant. Et donc, alors par exemple, quand je pose la question au prof de notre réseau, est-ce que vous voulez voir ce que font les collègues? Oui. Est-ce que vous voulez montrer ce que vous faites? Non. Donc c'est un truc qui n'est pas facile. Et donc moi je pense que la bonne façon d'aborder et de construire un réseau social éducatif, donc c'est d'une part de penser l'espace comme étant le prolongement de la classe, en tous les cas de ce qui se passe avec les élèves, et ensuite de trouver un mode de socialisation qui soit bienveillant, c'est-à-dire qui respecte
Pas une transparence totale, mais en même temps, voilà, une espèce d'accord mutuel entre parties prenantes. C'est ce que vous avez vécu aussi, Régis et Fabien, dans vos différentes expériences, soit sur la Twicté et peut-être Fabien aussi sur Ocri. Ouais, sur la Twicté, ce que tu dis, ça résonne. On a parlé tout à l'heure du volet classe, les élèves qui échangent leurs dictées, qui échangent leurs corrections sur les réseaux sociaux. Et on va dire que la partie immergée de l'iceberg, ce sont les enseignants de ces élèves qui, eux, échangent via les réseaux sociaux, ce qui forme ce qu'on appelle maintenant les collectifs enseignants connectés, qui est une forme qui est encore en étude, on va dire, en tout cas, cette espèce de matière-là où il n'y a pas encore, enfin si, il y a quand même des recherches qui travaillent dessus pour savoir exactement est-ce que ça crée du développement professionnel des enseignants, est-ce que ça crée de la valeur ajoutée à leur professionnalité en classe. Dans le réseau Twicté, on va dire que la partie visible sur laquelle nous on a la visibilité, c'est devenu une association depuis Twicté, donc, et il y a un Slack. Slack, c'est une messagerie privée où tous ces enseignants-là viennent et c'est disposé sous forme de chaîne avec des projets où ils échangent autour de ce dispositif, autour des pratiques de classe, etc., autour d'autres sujets aussi éventuellement. Et il y en a combien dans le Slack? Une centaine d'enseignants? Ouais, 100 ou 140, je ne sais plus exactement. Là, on a la visibilité, disons, sur ce qui se passe, ce qui veut dire que ça se passe sûrement aussi pour les centaines d'autres enseignants qui peuvent participer à ce dispositif ailleurs, dans des messageries privées, sur Twitter, etc. Et c'est une grande question. Alors moi, j'aime bien l'idée que tu soulèves en disant ça doit être un prolongement de la classe. En tout cas, c'est ce qui va amorcer les discussions, puisque ça part de la classe, mais ça doit revenir en classe aussi. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que quand je viens enrichir mes pratiques, me co-former, l'éco-formation participative, comme le dit si bien Fabien, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je viens avec un besoin ou peut-être un problème identifié, j'ose échanger et en discuter parce que je sais que la communauté est bienveillante, qu'on ne va pas me juger, qu'on va plutôt m'aider à trouver des solutions, que ça se fait en toute transparence, et que je peux apporter aussi ma pierre à l'édifice une autre fois, et revenir avec ces billes, entre guillemets, en classe. Maintenant, j'ai envie de dire, les seuls maîtres en la matière qui peuvent dire si ça se passe vraiment, c'est les chercheurs, qui vont dire ausculter ça de près pour dire oui, ça se passe, oui, ça crée du développement professionnel, ou peut-être non. Je vais peut-être laisser rajouter quelque chose à Fabien. Bah, c'est pas facile de prendre la parole derrière toi parce que tu as été particulièrement brillant, Régis. Je te trouve très très bon aujourd'hui. Non, moi j'aime bien le fait qu'on puisse pointer le travail des chercheurs et le fait qu'il faille absolument qu'on puisse avoir de la donnée tangible autour de cette question du développement professionnel entre pairs ou de cette éco-formation participative dont tu parlais tout à l'heure. Parce que on a rencontré les chercheurs très récemment sur les premiers résultats de recherche autour de Twicté parce qu'on a eu la chance de pouvoir intégrer un projet IFRAN, peut-être que cela va parler à certains d'entre vous. Donc c'est des consortiums entre des industriels, des laboratoires de recherche, des entités institutionnelles et par exemple comme nous, des acteurs associatifs pour réfléchir ou en tout cas pour aller regarder du côté d'objets qui mêlent d'objets du numérique éducatif pour voir si et l'objet et les pratiques qui en découlent en classe vont impacter positivement les apprentissages des élèves et ceux des enseignants. Donc là, ce que nous dit la recherche autour de ça, c'est qu'il y avait une question qui était soulevée par l'un des participants. En gros, vous avez compris, sans rentrer dans les détails, que dans Twicté, ce sont des classes qui échangent. Et là, ce que soulevait le participant, qui est lui-même un enseignant, c'est qu'il disait, moi, les retours que j'ai de la part de l'autre classe, ils sont vraiment pourris, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'envoient des corrections donc, qui sont censées être validées par l'enseignant, qui sont pas du tout viables didactiquement. Donc on interroge, on se tourne vers la recherche. On avait là des didacticiens de l'orthographe, chevronnés, confirmés, reconnus. Et donc on se dit, mais est-ce que c'est possible, par exemple, est-ce qu'on peut mesurer le fait qu'un manque d'expertise didactique d'un enseignant dans un concept ou dans une approche pédagogique, il puisse venir porter préjudice dans une dynamique de réseau à une autre classe et vos apprentissages. Ils se disent, on ne sait pas, on ne sait même pas si au sein d'une classe, le manque d'expertise didactique d'un enseignant dans un champ d'enseignement donné va impacter ou pas les apprentissages de l'élève et dans quelle mesure, durablement ou pas, etc. Donc on le voit qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc tout à l'heure, Régis vous parlait du collectif enseignants connectés. On a eu grand plaisir, je vais le dire comme ça, à coordonner un dossier des cahiers pédagogiques de l'année dernière autour de cette question. On a mobilisé des chercheurs, des praticiens, des institutionnels pour comprendre un petit peu ce qu'on mettait derrière ce terme-là. Et c'est vrai qu'on retrouve des dynamiques qui sont extrêmement différentes, qui ne datent pas d'aujourd'hui,
pardon Vincent, je me tourne vers toi, mais c'est vrai qu'on a eu des pionniers qui sont allés du côté du blog. Nous, on s'est saisi des réseaux sociaux parce qu'on est arrivé une dizaine d'années plus tard. Et donc, c'était plus le média qu'on avait sous la main et avec lequel on avait l'habitude de travailler. Il y a une grande diversité. Moi, je découvre, ça va amuser mon collègue qui est dans la salle, je découvre les groupes Facebook, par exemple. Je ne suis pas du tout utilisateur des groupes Facebook et je les découvre depuis peu. D'ailleurs, je suis allé sur le groupe Facebook du web pédagogique hier et je me rends compte que l'éditorialisation n'est pas du tout la même que celle qu'on peut trouver dans une safe place comme un Slack, donc qui va être un groupe fermé, qui n'est pas du tout la même que l'expression pédagogique, didactique, praticienne qu'on va trouver sur Twitter, où là on est plus voilà, sur quelque chose qui va être parfois un petit peu plus, comment on pourrait le dire, qui va gratter un petit peu plus, qui va questionner, ou au contraire sur des choses qui sont qui sont dans des bulles où on va retrouver une communauté qui s'adore, où tout est beau et où tout est merveilleux. Nous aussi, on commence à se positionner maintenant comme les vieux routards de Twitter et des communautés sur les réseaux sociaux, et on se dit, voilà, on trouve des limites de ce côté-là aussi, où tout est beau, tout est merveilleux entre praticiens, et quand on gratte un petit peu, bah, pas tant que ça, parce que quand on va regarder la pertinence didactique de ce qui est proposé, nous, en tant que praticiens, ça nous questionne et on n'aurait qu'une envie, c'est de pouvoir mobiliser des équipes de recherche derrière et de dire, bah, on va voir si vraiment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai l'impression que nous, on en est à ce niveau-là de la réflexion, ce qui ne nous empêche pas de nous enthousiasmer pour les dynamiques que ça peut créer dans une corporation qui est souvent décrite et dépeinte comme extrêmement sclérosée, extrêmement rigide dans ses postures pédagogiques, dans son métier. Donc, c'est vrai que c'est ça, je pense, qui a plu aussi avec l'émergence de ces communautés en ligne, c'est de voir qu'il y avait un dynamisme pédagogique qui était certes disséminé, donc c'est difficile de trouver un établissement ou une école où on a une concentration de vitalité pédagogique, mais là, souvent ces praticiens qui sont parfois isolés au sein d'équipes physiques qui ne sont peut-être pas à la hauteur de leur engagement pédagogique, vont pouvoir retrouver des pairs avec lesquels ils vont pouvoir partager, échanger. Et une notion importante, mais je vais laisser la parole, c'est surtout la notion de partage d'échecs. Et là, bien sûr, je rebondis sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, où la grande nouveauté, ou en tout cas ce qui a été extrêmement attractif pour les pédagogues, c'est de partir d'expériences pédagogiques réelles et de pouvoir discuter entre pairs avec un vocabulaire et une expertise partagée sur ce qui se passe. Tu nous invitais à le faire tout à l'heure, Jennifer, réellement en classe. Là où, Régis, sous ton couvert, on a eu l'habitude, nous, dans nos circuits de formation, à recevoir une parole qui était extrêmement descendante, institutionnellement descendante ou scientifiquement descendante. Et parfois, on n'a pas la maturité suffisante pour recevoir ces discours qui sont institutionnels ou scientifiques sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Là, on parle pédagogie, on parle stratégie d'intervention, ça parle, ça sent la classe. Si vous êtes en maternelle, ça sentira certainement les chaussons. Si vous êtes au collège, le marqueur Velleda. Mais en tout cas, ça sent la classe et on peut réfléchir à partir de ça. Et de fait, comment vous financez ces réseaux? Parce qu'en fait, là, ce qu'on se disait, c'est que cette intelligence collective, elle n'est pas forcément complètement reconnue, parce que si c'est une formation continue des enseignants, elle n'est pas officielle, elle n'est pas au PNF, donc il n'y a pas de décharge, et les enseignants, c'est sur leur bon vouloir, sur leurs heures de samedi, dimanche, le soir et les jours fériés. Donc vous produisez quelque chose qui est quasiment tangible, mais ce n'est pas reconnu financièrement. En tout cas, il n'y a pas de rentabilité financière. Et toi, Vincent, aussi, c'est pareil. Depuis 15 ans, il n'y a pas de modèle économique sur cette forme d'intelligence-là. Donc, comment on fait pour survivre là-dedans? Et comment est-ce qu'on essaie de donner de la valeur à ça? Et comment est-ce qu'on peut éventuellement changer les choses? Là, être rentré dans un IFRAN, c'est énorme. Moi, je ne suis pas sûr que ta question soit encore... soit au bon moment. C'est marrant ce qu'on vient de dire, là, c'est que on tourne autour d'un objet, mais il n'a pas encore été véritablement exploré, posé par des travaux de recherche. Donc on est en fait dans une phase très R&D. Et oui, mais il faut bien qu'il continue à avancer. Oui, mais tu le finances en R&D. C'est-à-dire que... donc moi je l'ai fait, j'ai accueilli une jeune femme en thèse, il y a des moyens financiers, elle trouve des subventions, etc. Bon, elle n'a pas encore publié sa thèse, mais voilà, elle a travaillé pour essayer de comprendre, pour essayer de faire émerger ces choses qui sont nouvelles, parce qu'effectivement, elles ne sont pas verticales, elles sont très horizontales, et en même temps, quand on les regarde d'ailleurs juste du point de vue techno, donc quel est l'algorithme qu'on met derrière, qu'on construit pour essayer de faire des liens pertinents, on
on voit bien que les nœuds de socialisation, c'est-à-dire ce qui va faire qu'on va rapprocher un individu d'un autre dans un réseau, c'est pas la même chose que sur LinkedIn ou sur Facebook, parce que là, les affinités, elles se font enfin plus par l'objet activité des élèves, ou la trace que ça va laisser, que l'appartenance à une même discipline ou voire même à un même niveau. Et la notion de bienveillance à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, ben on voit bien que les solutions sur étagère qui vont être de faire des groupes privés, alors que ce soit Slack ou Facebook, etc., donc d'être dans des registres de fermeture de l'espace, c'est une vision très pauvre de la bienveillance, parce que c'est comme dans la boîte de nuit, quoi. Tu rentres pas, mais bon, si on veut que le truc prenne de la puissance, il faudrait trouver autre chose, et cette autre chose, aujourd'hui, il est relativement indéfini. Ce qui fait que, moi je pense qu'on est dans un moment super intéressant, où un système allez, qui a 150 ans d'âge, qui est très vertical, qui est très administratif, très bureaucratique, bon, il y a autre chose qui émerge, qui produit des effets, alors qu'on a du mal à mesurer, alors sur les apprentissages, sur la formation des profs, sur le modèle économique des ressources. Bon, ok, donc voilà, on est en train de vivre cette période-là. Et donc, bah forcément, tout ce qui est conçu pour financer du vertical, c'est comme une poule devant un couteau suisse quand ça trouve le truc horizontal, ça ne sait pas quoi faire, quoi. Donc on en est là. Est-ce que c'est gênant? Ben oui, si on veut devenir multimilliardaire dans le trimestre, c'est vrai que c'est gênant. Mais si on s'intéresse à la transformation sociale à laquelle ça correspond, il faut accepter que ça prend du temps et que donc on est sur des financements de pas grand-chose, quoi, hein, des bouts de subventions, etc. Puis alors en plus, après, quand on a des projets de recherche avec des subventions, il y a toujours un biais terrible. Parce que ça a été financé pour une certaine raison, donc il faut expliquer qu'on est en train de le faire. Puis on fait autre chose, parce que la recherche, elle mène à autre chose. Mais c'est pas très grave. En tous les cas, moi, ça m'empêche pas de dormir. Ok. Franchement. Nous, ça ne nous empêche pas de dormir non plus. Ça nous coûte du temps, en fait. Ça coûte du temps aux enseignants, parce que vous avez compris que c'est une toute petite association. Et même avant ça, ça marche à l'énergie des enseignants, en fait. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu la marque de fabrique du dispositif. C'est-à-dire qu'à tout moment, comme on est sur plein de fuseaux horaires, quand un collègue a une question, dans la minute, il y avait un autre collègue qui pouvait répondre. Donc, et les enseignants, il y a un partage de valeurs dans ce dispositif, et dans d'autres, hein, mais pour donner cet exemple, il y a un partage justement d'envie de transformer ses pratiques, peut-être de changer un petit peu l'école, mais sans aller dans les grands mots, de participer à ça. Et on se rend compte que ça marche à l'énergie de l'enseignant. Le projet IFRAN, c'est particulier parce que, comment dire, nous, on n'est pas partenaire financier dans le projet IFRAN. Donc, les partenaires qui touchent l'argent, ce sont les chercheurs, c'est le partenaire industriel pour faire leur recherche, etc. On a eu la chance on a sollicité le fait de participer à ce projet. Et notre choix, ça a été de laisser les portes grandes ouvertes, c'est-à-dire, venez voir ce dispositif, on n'a rien à cacher, tous les espaces sont ouverts, venez nous dire ce qui marche, venez nous dire surtout ce qui ne marche pas pour qu'on s'améliore. Et peut-être que je digresse un peu, mais c'est vraiment pour dire que nous, on a envie d'accueillir ces éléments de recherche pour faire évoluer le dispositif, pour que ça fonctionne mieux, pour casser les biais qu'on pourrait avoir, parce que, à force, comme il disait, on est des vieux briscards. En plus, dans ce dispositif, comment dire les choses, c'est bien d'avoir ce regard neuf, ce regard de la recherche qui, en plus, est objectif, peut-être pas toujours, mais qui doit l'être, en tout cas. Donc, de transformer les choses comme ça. Niveau financier, arrête de sourire à ce que j'ai dit, mais le modèle économique, il n'y en a pas. C'est une petite association. Oui, c'est ça. Je vais peut-être compléter ce que tu as dit. C'est quand même une association avec 140 adhérents, donc l'idée, moi, ça me questionne beaucoup parce que surtout on est sur un salon où les EdTech sont représentés, donc peut-être la réflexion avec les EdTech, elle est intéressante. Fonctionner à l'énergie des enseignants. Tu vois, j'y crois à moyen terme. Ouais, je pense que c'est une stratégie vraiment à moyen terme, parce que cette stratégie, cette énergie, elle n'est pas à renouvellement infini. Donc on en a vu beaucoup, il me semble, de très très bons enseignants qui se sont épuisés, justement, qu'on a vu un peu comme des comètes ou des étoiles filantes, notamment sur des rendez-vous du numérique éducatif que tu connais bien, Jennifer, qui ont été un peu sur le devant de la scène parce qu'ils avaient beaucoup produit,
et ils avaient été extrêmement visibles sur les réseaux. Et peut-être qu'à un moment, il y avait eu un partenariat avec soit une institution, soit un éditeur, soit un industriel, et qu'à un moment, on a vu un petit peu exploser en vol, parce qu'on le sait, hein, l'enseignant, il va avoir cette activité de publication, de diffusion de ses pratiques, peut-être d'animation à un moment, parce qu'il va falloir qu'il anime ces différents espaces. Il a un compte Twitter, il a une chaîne YouTube, et puis il a la classe à côté. Donc c'est très très compliqué. La valorisation de ce que produisent les enseignants, que ce soit individuellement ou au réseau, moi je me pose toujours la question, parce qu'on sait que, en tout cas, c'est mon sentiment, et vous avez le droit de dégainer le carton rouge à tout moment. Il me semble ils peuvent être beaucoup instrumentés par l'institution, et surtout l'institution de proximité. Donc ça se fait souvent au niveau des cadres intermédiaires, mais on a aussi des cellules qui sont dédiées à l'innovation dans les académies, qui vont solliciter ces enseignants dans une démarche extrêmement bienveillante, j'en suis certain, pour qu'ils proposent leurs solutions, qui leur demandent du travail en plus. Et puis une fois que la chose a été présentée et que quelques photos ont été prises lors de la présentation, et bien plus rien derrière, ou souvent plus rien. Donc ça donne une impression, ça peut générer beaucoup d'amertume chez ces enseignants. Et puis il peut se passer. Alors moi j'ai l'impression que du côté EdTech, parce qu'on voit des initiatives EdTech qui se développent, qui ont besoin de ce qu'elles appellent souvent des ambassadeurs. Vous retrouverez souvent un ambassadeur Twicté, un ambassadeur web pédago. Je nous mets devant hein, comme ça, et je ne citerai pas d'autres noms. Et puis la même chose, il faut savoir que pour les enseignants, en tout cas les enseignants du public, il y a un gros problème pour les rémunérer derrière. C'est-à-dire qu'il y a une question de cumul de rémunération, c'est-à-dire que même si c'est industriel, même si on peut même mettre l'institution dessus, éditeur, industriel, institution, a envie de rémunérer ses ambassadeurs, c'est la croix et la bannière pour eux pour le faire. Et puis l'enseignant a tellement de paperasse pour espérer peut-être un jour être rémunéré qu'au bout d'un moment il dit bon c'est pas grave, je le fais comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une espèce de dynamique vertueuse entre EdTech et praticiens, et j'entends praticiens du public parce qu'ils représentent l'écrasante majorité des praticiens, mais qu'on a un certain nombre de verrous administratifs, financiers, certainement culturels derrière, parce que je pense que si on ne simplifie pas le fait que ces enseignants puissent à un moment se mettre à disposition des EdTech pour pouvoir contribuer à de la création de contenu intéressante pour les autres enseignants, donc d'enclencher vraiment cette dynamique d'éco-formation, et ça va rester compliqué. Donc derrière le modèle économique, il y a aussi la situation de cet enseignant qui a envie de donner de son temps pour quelque chose qui va un petit peu plus loin que sa classe, pas seulement pour un territoire institutionnel comme celui d'un établissement ou d'une circonscription, et c'est déjà très bien de le faire à ce niveau-là, mais là ça reste un petit peu compliqué. Et effectivement, hein, sur les EdTech, je pense que nous on est resté en associatif, et pour tout dire, si on n'a pas franchi le pas de l'initiative privée, c'est parce que on regarde nos petits copains des EdTech et on voit effectivement on n'a pas compté beaucoup de Ferrari dans le parking, donc on s'est dit pour l'instant, ok, la monétisation elle se fait avec notre temps perso, c'est vrai, on y met pas mal de passion, encore toujours, donc on arrive à tenir à ça, on ne sait pas jusqu'à quand, mais il y a une vraie question, moi je pense, sur vraiment cette dynamique vertueuse, praticien, éditeur, industriel, comment est-ce qu'on peut faciliter la circulation des compétences et la mise à disposition des compétences de chacun, toujours pour la réussite des élèves en bout de chaîne. C'est la question du passage à l'échelle, c'est toujours cette question-là hein, qui se pose dans notre domaine. J'ai jamais dit ça, mais j'essaye. Moi, je pense que même des fois, je vais faire Mitterrand au congrès d'Épinay, l'argent qui corrompt jusqu'au cœur des hommes. Je suis pas sûr que, vu le stade auquel on en est, mettre de l'argent et trouver un modèle économique, ça soit toujours la bonne façon de trouver la bonne solution. Par exemple, en ce moment, moi, je suis très troublé par tout ce qui est adaptative learning. Alors c'est un terme assez hype, on arrive à faire des levées de fonds sur l'adaptative learning. Et dans le discours, alors j'ai pas regardé en détail, mais enfin bon, je suis un peu exposé quand même. Donc, mais les gens qui vendent de l'adaptative learning disent c'est formidable parce que je vais faire de la pédagogie différenciée. Et donc je vais être capable de faire des parcours individualisés pour qu'ils apprennent plus vite. Et souvent d'ailleurs, la mesure de l'apprentissage le plus rapide, c'est la mémorisation. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi.
mais c'est quelque chose qu'on peut financer. Donc je pense qu'on peut financer des choses qui vont pas dans le bon sens. Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que, bon, déjà, c'est pas de la pédagogie différenciée. Hein, c'est mettre les gens dans des silos et leur demander de travailler individuellement plus rapidement. La mesure de l'impact, c'est la mémorisation. Je suis pas sûr que de former des esprits qui mémorisent plus vite, ce soit ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis en fait, de le faire comme ça, de mettre tout le monde dans un track, finalement, c'est se fermer la porte à des situations de collaboration, c'est se fermer la porte à des situations de créativité. Donc en fait, quand on met de l'argent sur l'adaptative learning, moi je me dis, on est en train de financer des choses qui vont probablement pas dans le sens de ce que l'école doit faire dans un monde où il y a de l'intelligence artificielle à côté. Et donc je me dis, faut peut-être parfois se méfier de ce qui se finance, voilà. Sachant que celui qui finance n'a pas forcément la compréhension de ce qui se passe et de ce qui serait utile. Et donc on peut financer des conneries qui finalement font perdre du temps, voire, si on prend le cas que nous aimons bien, des banques de ressources numériques par exemple, voire tuer les écosystèmes naissants. C'est-à-dire que quand c'est le ministère qui dit je vais mettre quelques millions d'euros pour créer des banques de ressources, 20 millions. Pour créer des banques de ressources numériques et qui file ça à une industrie qui tient bien son oligopole, finalement ça fait mourir plein de petites entreprises. Bref. Donc tout ça pour dire que sur la question des réseaux sociaux au service des enseignants, je pense qu'on en est au stade où il y a des choses qui se passent, c'est évident. La recherche n'a pas encore vraiment parlé dessus, mais il y a des problématiques qui émergent, elles sont intéressantes. Donc on est dans une problématique de recherche, il faut le financer comme de la recherche. Et il faut se méfier peut-être des solutions qui seraient des accélérations pour arriver à un pseudo-marché, parce que comme il y a encore quand même beaucoup d'incertitudes, accélérer, ça peut nous amener, créer plus de mal que de bien, quoi, voilà. Et alors de fait, et peut-être tu veux dire un truc, Régis, à ce sujet, de fait, si demain on devait prendre des décisions et des mesures qui favoriseraient la collaboration entre enseignants, est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et notamment en termes de temporalité, parce que le temps pour collaborer, le temps pour être dans la classe, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Du temps, tu l'as dit. Non, mais laisser du temps. C'est vrai, moi, à la base, je suis prof d'élémentaire, et presque chaque minute est fléchée, c'est-à-dire que il y a des heures de classe incompressibles, il y a des heures de réunion incompressibles, il y a des heures de formation incompressibles, mais ça manque de choix. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Et visiblement ça existait, je pense à Philippe Watrelot qui nous disait il fut un temps où il y avait un certain pourcentage de ce temps-là où l'enseignant pouvait se former à ce qu'il voulait. En tout cas, moi, si je mets ma casquette d'enseignant, c'est ça que j'aurais eu envie plus. C'est-à-dire qu'on me dise sur ces 108 heures ou sur ces 36 heures de formation, il y en a 3 où tu choisis à te former à ce que tu veux. Quitte à ce que tu viennes à, je sais pas, apporte un certificat, prouve que tu as suivi un MOOC, prouve que tu es allé à, je sais pas, voir le Startup Kids, enfin, peu importe. Mais choisis une partie de ta formation. Ça, je trouve que ça manque vraiment. C'est-à-dire de pouvoir s'engager soi-même. On parle beaucoup de développement professionnel, mais ça veut aussi dire que tu choisis vers quoi tu veux tu choisis une partie de ta formation. Il m'est arrivé, par exemple, je donne souvent cet exemple, de faire en 15 ans de classe 3 ou 4 fois la même animation en sport, sur un sport que je connais très bien, que je pratiquais à titre perso, mais parce que c'est comme ça. C'est inscrit dans le plan de formation, on te dit, tu es de cette classe-là, et cette année, ça c'est obligatoire. Tu as juste envie de dire, mais moi je peux pas faire autre chose de ces 3 heures, j'ai déjà fait cette anime, avec la même personne, il y a 2 ans. Non. Donc ça, je trouve que c'est dommage, cette souplesse-là, elle manque. Voilà, une petite idée. Je dis pareil. Non, il faudrait faire l'école de la confiance. Non, mais c'est ça, en fait. Alors, là encore, je prétends pas expert, mais quand on fait des comparaisons internationales, on met toujours en avant la Finlande. Et quand on rencontre les gens qui ont fait la réforme du système éducatif finlandais, c'est fondamentalement un système très décentralisé où des espaces, voilà, c'est comment on décentralise la confiance. Et c'est probablement ça qui permet, les formes d'innovation qui nécessitent un petit peu de prise de risque. Donc quand tu dis tu as besoin de temps, et dans un espace bienveillant où tu vas merder, tu vas apprendre des choses, mais au moins ça va se faire avec des boucles de rétroaction courtes. C'est pour ça que plus c'est décentralisé, et plus l'espace qui permet de le faire, un espace un peu protégé, et plus ça a de chances d'arriver. Et typiquement, moi je trouve que dans ces dernières années, là, ce qui s'est passé
sur les EPI au collège, j'ai trouvé que ça c'était intéressant. C'était une impulsion que l'institution est capable de donner, parce qu'elle est capable de dire on va mettre 20% du temps sur des projets interdisciplinaires, etc. Et en même temps, dans son mode de déploiement, chacun a fait ce qu'il a pu avec les collègues avec qui il s'entendait bien. Et donc, ça a généré, de fait, des pratiques nouvelles. Alors, pas complètement maîtrisées, mais c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se pose ensuite la question du bénéfice élève, évidemment, les gamins qui ont bien fonctionné sur les EPI, c'est pas les nôtres, quoi. Évidemment, c'est pas ceux qui sont scolairement formatés pour bien fonctionner sur l'exercice de latin, quoi. Et donc, typiquement, quand l'institution crée ce genre d'espace, c'est-à-dire donne du temps, puisque c'était 20% du temps sur l'année, définit des modalités, mais sans être dans l'injonction ou le caporalisme sur la façon de faire, il se passe des choses. On les voit moins bien du point de vue du centre, mais c'est pas grave, parce qu'il se passe vraiment des choses, et elles se font sur la base du volontariat 2-3. Ça, je trouve que c'est un bon exemple. L'historique des EPI, ils en sont où maintenant? Parce que je surnage un peu d'informations. Oui, c'est... Et donc dans la réalité, ils existent encore ou... Écoute, moi la dernière fois que j'ai fait un sondage là-dessus, c'est moite-moite. C'est-à-dire que la première année, tu avais, je crois, 80% des établissements qui disaient ouais, on va les mettre en place, puis 20% qui disaient non, on voulait pas. Et au bout de la première année, on dit est-ce que vous l'avez fait? C'était à peu près 50%. Et puis quand Blanquer est arrivé, il a dit vous faites ou vous faites pas, c'est comme vous voulez. Ceux qui faisaient ont continué de faire, et puis ceux qui faisaient pas, de toute façon, ils font pas. Voilà. Et on n'en parle plus, mais bon, ça a créé un espace qui est moins lisible qu'il ne l'a été, mais il existe. Et je pense que c'est un espace justement de liberté, d'innovation, et qui est vachement intéressant dans sa structure. Et donc typiquement, ça, je pense que c'est des initiatives que l'institution peut faire, qui coûtent rien en plus, et qui sont porteuses de formes d'innovation pas inintéressantes. Alors juste pour finir avec ce volet des EPI, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé, le fait d'institutionnaliser des pratiques qui existaient déjà, Vincent vient de dire, et je te rejoins complètement sur ces initiatives-là ont survécu aux EPI. En fait, ce sont ces mêmes initiatives qu'on retrouve. J'étais allé visiter dans le cadre du programme des Saventuriers, que vous connaissez peut-être, qui est le programme pré-bac du Centre de recherche interdisciplinaire, qui est piloté d'une main de maître par Ange Ansour, et avec laquelle j'ai eu la chance de cheminer quelques années. Je suis allé voir une initiative de ce genre type EPI. C'était un jardin botanique connecté dans un collège du 13e arrondissement qui préexistait aux EPI. Et en fait, les enseignants étaient vénères parce qu'ils avaient de l'argent avant pour faire ce projet. Donc, ils avaient des HSA qui sont des heures supplémentaires fléchées. Et une fois que la réforme des EPI sont arrivées, on leur a dit non, ça c'est inclus dans le temps de travail. Donc, fini les HSA. Et donc, on revient sur cette problématique. On voit aussi des effets un petit peu pervers des EPI pour ces équipes qui font preuve de dynamisme dans leur stratégie d'intervention, dans leur inventivité pédagogique. Et je pense que l'argent reste quand même argent ou temps. Quand on est enseignant, je pense qu'on va vraiment raisonner avec les deux mêmes valeurs pour ces éléments-là. Il faut du temps pour l'avoir, comme tu disais, ou à défaut, il faut de l'argent. Si on l'institutionnalise et qu'on oblige tout le monde à le faire, là aussi, on va perdre énormément de vitalité, même si je nuance en disant comme Vincent, ça a fait quand même émerger des démarches, des envies dans le cadre des équipes pédagogiques qui ont certainement été vertueuses. Sur cette question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la formation, moi, je pense qu'on pourrait on pourrait appliquer aux enseignants tout ce qu'on demande d'appliquer aux élèves. La personnalisation des parcours, Régis en a très bien parlé tout à l'heure. Moi je l'ai expérimenté avec un inspecteur de l'éducation nationale qui était particulièrement souple avec moi, allez savoir pourquoi. Où je suis arrivé en début d'année, moi j'étais dans un contexte d'enseignement particulier parce que c'était de l'enseignement spécialisé, donc dans des contextes d'enseignement très très particuliers. Moi j'ai dit le plan de formation ne me satisfait pas, en tout cas, c'est pas les territoires que j'ai envie d'explorer. Par contre, je peux vous montrer qu'il y a une telle conférence à tel endroit, qu'il y a tel salon à tel autre endroit, qu'il y a telle table ronde, telle masterclass. Moi, je reviens avec tous les justificatifs que vous voulez et je pourrais justifier de mes 36 heures de formation. Et cet inspecteur a dit chiche. Donc, école de la confiance, et effectivement, une espèce de formation à la carte. Je pense aussi à une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec François Tadei, qui est le directeur du centre
de recherche interdisciplinaire, où on se disait, prenons l'exemple de la spécialisation des médecins après leur 6e année, qui est vraiment un paradigme de formation extrêmement intéressant. On peut pas être à la fois cardiologue, anesthésiste et puis médecin généraliste. Cette spécialisation, elle pourrait aussi avoir lieu dans les cursus de formation d'enseignants en disant, moi ce qui m'intéresse c'est l'évaluation, moi ce qui m'intéresse c'est la différenciation, moi ce qui m'intéresse c'est l'intégration du numérique éducatif. Donc on pourrait avoir de façon filée, mais non rigide, ces espèces de spécialisation qui pourraient être poursuivies tout au long de la vie ou pas, et pour aller dans d'autres domaines, parce que cette polyvalence, non pas seulement disciplinaire, on parle souvent de la polyvalence des maîtres à l'école élémentaire, il n'y a pas qu'une polyvalence de discipline, il y a une polyvalence d'action pédagogique, et la pédagogie, elle demanderait dans l'idéal une maîtrise de tous ces domaines. Tout à l'heure, on évoquait les data science et l'analyse de données. Moi, je rêverais qu'on forme les enseignants à de l'analyse de données aujourd'hui pour améliorer leur pratique. Ils ont les moyens de le faire et ce serait richissime. Sauf que, enfin, moi, je l'ai découvert par hasard ou par chance dans mes nouvelles fonctions, parce que je me retrouve au pilotage de plateformes de formation en ligne et qu'on récupère des datas, et qu'avec mon expertise pédagogique, je me dis, ah ouais, mais j'ai tout ça sous la main. Et du coup, pour de l'amélioration de parcours pédagogique, c'est juste énormissime. Donc, laisser effectivement ces enseignants, j'aime bien l'idée de sortir de leur zone. Enfin, c'est pas leur zone, c'est la zone à laquelle on les affecte en disant cette année tu auras une formation piscine, calcul mental et orthographe, alors que d'aller faire un MOOC sur les abeilles, je pense que ça peut être effectivement extrêmement vertueux pour une formation personnelle. Donc dans un cadre de confiance, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Et qu'est-ce que vous en pensez alors, vous qui êtes venu sur ce sujet? Je vais récupérer le... Alors, Rémi, de l'Académie de Versailles. Voilà. J'aurais juste voulu savoir, puisque vous ne semblez plus être enseignants de primaire tous les deux, qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Et juste pour une précision sur comment les EPI en établissement scolaire, puisque j'en viens à l'origine, ça existe toujours dans les textes. Simplement, il n'y en a plus 2 obligatoires par an, mais c'est juste une sur le cursus. Donc ça perdure, c'est-à-dire qu'ils ont quand même sauvé là où ça s'est produit. Il faut reconnaître que même au moment le plus faste des pays sous l'ancien gouvernement, ça n'a jamais pris dans la plupart des endroits où ça devait pourtant être mis en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Moi, j'étais en classe jusqu'en décembre, là. Et là, je travaille à Canopé, à moitié à Canopé en médiateur numérique. Et l'autre moitié du temps, ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre du projet IFRAN Tao, TUCT pour apprendre l'orthographe, je fais la coordination pédagogique, pour dire simplement, autour d'un parcours de formation en ligne qui est en construction dans le cadre de ce projet. Alors merci Rémi pour les précisions concernant les EPI. Moi, je l'ai un peu dit en sous-texte, je fais de l'ingénierie pédagogique au centre de recherche interdisciplinaire. Donc concrètement, je fais des parcours de formation en ligne. J'ai commencé il y a 3 ans donc, dans l'équipe des Saventuriers. Et là, j'ai rejoint plutôt le centre de recherche interdisciplinaire dans son intégralité. Donc on est plus sur des parcours de formation à destination des étudiants en médecine, par exemple, ou des étudiants en biologie. Voilà. Mais aussi des enseignants et des formateurs, parce qu'on a, avec la complicité de Régis et de David qui est dans la salle, on a délivré un MOOC qui s'appelait Leaders of Learning, qui est une adaptation d'un MOOC d'Harvard sur une approche comment on pourrait le dire, autour de la perception qu'on peut avoir de sa propre pédagogie en fonction de son profil d'apprenant. Voilà. Mais est-ce qu'on peut demander pourquoi cette question? Dire la même chose. Parce que, de mon côté, à l'origine, je suis un professeur de collège de physique-chimie. Et depuis 4-5 ans maintenant déjà, je travaille pour l'Académie de Versailles comme développeur principal sur un projet qui vise à développer une plateforme numérique, mais pas pour faire c'est une plateforme type MOOC, c'est du Moodle, mais c'est pas pour faire des MOOC, c'est pour que les professeurs puissent scénariser des contenus à destination des élèves, que ce soit à la maison ou en classe, de manière à apprendre via des formations à utiliser des pédagogies modernes de type différenciation pédagogique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu 2 fois que ça semblait être dans le même domaine, je voulais savoir en détail ce que vous faisiez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, témoignages? Si.
Merci beaucoup. Juste pour rebondir, alors pourquoi avez-vous quitté l'éducation nationale? Vous en avez parlé, donc on a en partie la réponse dans ce que vous avez dit, mais pour le résumer précisément. Je n'ai pas quitté l'éducation nationale, je suis en détachement. En fait, pour faire l'historique mais rapide, il y a ce projet TUICT qui existe depuis 2013. Il y a eu ce projet IFRAN, il fallait quelqu'un de l'association qui coordonne. On a réussi difficilement, mais on a réussi à me faire décrocher à ce que l'éducation nationale me laisse, me laisse travailler à mi-temps. Et pour ce projet IFRAN mon académie n'est pas dans le projet IFRAN, donc disons que c'était un peu plus compliqué. Et je me suis fait, on va le dire comme ça. Et donc j'étais encore à mi-temps en classe jusqu'en décembre. Et Canopé est venu me débaucher. J'avais envie d'un nouveau défi. J'y suis allé, quoi. Voilà. Mais j'estime pas du tout avoir quitté l'éducation nationale. Comme je dis toujours, j'ai mon sang de professeur, il est toujours là, quoi. Il est démago. Moi je suis en dispo là, donc je ne bénéficie pas d'un avancement. C'est une parenthèse dans ma carrière éducation nationale. Moi, ça s'est fait, ma sortie de classe, elle s'est faite assez progressivement parce qu'après avoir été en classe, j'étais dans des dispositifs ambulatoires d'accompagnement d'élèves. C'était un service de soins à domicile, un CESAD. C'est un dispositif du médico-social. Et en fait, dans le CESAD, on me demandait d'accompagner des élèves qui étaient dans des situations d'inclusion scolaire, donc des élèves en situation de handicap, mais dont les familles ou dont le projet indiquait qu'il était mieux qu'ils restent dans un environnement ordinaire plutôt que d'être dans un dispositif spécialisé ou une institution. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas les élèves qu'il fallait accompagner. Et j'ai pris vraiment goût au contact avec les enseignants. Et un peu à mon insu, on m'a proposé un poste de formateur. Donc j'ai viré sur la formation d'enseignants. Et dans le premier degré, quand on est formateur d'enseignants, enfin en tout cas pour la plupart des postes de formateurs, on est sorti de classe. Et après, de fil en aiguille, c'est un parcours professionnel qui a fait que je me suis retrouvé loin de la classe, voire cette année assez loin de la classe. Mais j'ai toujours voulu garder un lien avec les collègues. Et ce qui est sûr, et votre question et celle de Rémi, elle nous permet d'aborder ça, c'est que un peu comme c'est fait dans les canopées ou un peu comme c'est fait dans certaines DAN, c'est vraiment intéressant d'avoir des enseignants qui gardent un pied en classe. C'est-à-dire que je m'estime ne pas du tout être un modèle à suivre, parce que je pense que pour faire de la formation d'enseignants ou pour conduire ces dispositifs-là, c'est bon d'éprouver la classe au quotidien. Pas seulement, moi j'ai passé 20 ans en classe avant de plus être en classe, mais pas seulement d'avoir ces souvenirs qu'on a de la classe, mais vraiment de vivre sa réalité au quotidien, parce que, moi je le vis dans ma posture, parce que dans cette association, je pense que je suis le seul, on est 2 non-enseignants en classe, hein, c'est ça ? Ouais, il y a quelques formateurs, mais je pense que nous, on est les plus loin du terrain et on a la chance de bénéficier des feedbacks des collègues. Et ce n'est pas des feedbacks, comment tu disais tout à l'heure, au perché ou réflexif. Alors ça l'est aussi, mais ils nous ramènent aussi au quotidien de la classe avec ses difficultés, avec la gestion d'élèves, avec toute l'angoisse et toute la difficulté qu'il peut y avoir à être en classe, à être un dimanche soir et à déjà penser à sa classe, à toutes ces choses-là. Donc dans les raisons peut-être aussi qui m'ont fait quitter la classe, il y a le fait que la classe c'est très dur. Donc nous on tire souvent nos chapeaux aux collègues qui sont en classe, parce que moi je continue à dire que c'est un métier qui est extraordinaire, mais qui est extrêmement difficile et assez peu pour les élèves et assez peu pour le temps pédagogique réel en classe, mais plutôt pour tout ce qu'il y a autour de périphérique. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de contraintes et notamment nous on parle souvent des vacances scolaires. Moi je ne troquerais pas ma poignée de jours de congé contre les 18 semaines de vacances scolaires des enseignants, parce que on sait que ce ne sont pas 18 semaines effectives, et puis j'ai une forme de liberté d'esprit qu'on a plus difficilement quand on est praticien en classe. Donc certainement il y a eu un parcours professionnel, mais aussi il y a eu de ma part le fait de saisir une opportunité de... Régis il dit la mine, c'est parce qu'il est mosellan, donc lui il dit souvent, il dit la classe c'est la mine, mais la classe c'est très très compliqué. Faut que je contextualise, mais non, c'est vrai que oui, je viens de l'Est, ça s'entend peut-être dans l'accent, j'ai de la famille de mineurs, et un mineur, il va au fond tous les jours, jamais on peut critiquer son boulot,
mais il en meurt au jour le jour. C'est compliqué, c'est dur, mais c'est la fierté du mineur. Et je retrouve ça chez les enseignants aussi. C'est compliqué d'être en classe tous les jours devant les élèves, 6 heures par jour, malgré toutes ces soi-disant vacances, etc. Donc il y a cette fierté-là, et c'est vrai que pour l'anecdote, quand là j'ai complètement basculé, j'ai eu pour la première fois de ma vie en fait une seule semaine de vacances d'hiver, mais de la première à la dernière minute c'était des vraies vacances scolaires, ce qui n'est pas le cas quand on est enseignant. Enfin vous le savez, les enseignants qui sont dans la classe, vous en avez dans votre famille, que on est enseignant tout le temps, c'est-à-dire on pense tout le temps à qu'est-ce que je pourrais faire en classe. Ah tiens, et il y a les caricatures du prof de maternelle, mais qui est vrai, qui voit la bouteille et qui se dit ah je vais garder les bouchons pour faire ça. Enfin, c'est oui, les rouleaux de papier toilette, c'est vrai, on est tout le temps là-dedans, donc c'est différent. Et donc ouais, toujours chapeau à ces profs qui sont tous les jours devant les élèves, quoi. Juste pour compléter ça. Juste pour compléter, si on est vachement démago. Juste pour compléter, je pense que nous, au sein du dispositif qu'on anime, c'est aussi peut-être pour nous déculpabiliser de cette sortie de classe. Je vais faire notre auto-analyse, qu'on s'investit énormément pour les collègues. Parce qu'on sait, oui, on s'investissait avant, mais on sait que les collègues sont en classe. Nous, on est hors classe, donc voilà, il y a des façons de laisser les collègues souffler, nous de nous investir parce qu'on peut le faire, parce qu'on n'a pas ces mêmes charges mentales, cette même charge de travail hors du travail in situ justement. Donc voilà, chapeau aux enseignants encore une fois. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être venu. Merci pour l'échange des deux côtés. Merci. Et puis à bientôt. Merci, et on peut continuer un petit peu en dehors si vous voulez. On doit laisser la place à la question suivante.